avec BNB Hotel. Très bonne journée, très bonne rentrée. Première édition, on revient dès demain 4h30. Et tout de suite, c'est la demi-heure politique de BFM TV avec RMC. Jusqu'à 9h, votre invité Jean-Jacques Bourdin, c'est Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France. À demain, excellente journée. Notre invité Valérie Pécresse, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Rentrée pour tout le monde, rentrée politique pour vous hier, je vais y revenir évidemment. Et puis la rentrée scolaire, collège, lycée, c'est aujourd'hui et demain. Je crois que vous avez un petit cadeau. Ordinateur et tablette numérique en classe de seconde ? Mais écoutez, pas seulement. J'ai fait de la question du pouvoir d'achat la priorité de la rentrée. Oui. Et ça veut dire que au moment de la réforme du lycée que présente Jean-Michel Blanquer, tous les manuels changent. Oui. Pour tous les élèves de seconde, Oui. tous les élèves de première. Eh bien, la région a décidé d'offrir tous les manuels gratuits aux élèves de seconde et aux élèves de première, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, le pouvoir d'achat est une question lancinante pour les Français, et que je ne voulais pas qu'ils aient à leur charge les 250, 300 euros de manuels scolaires. Donc, tous les manuels seront gratuits, et en plus, comme je me suis dit que c'était l'occasion ou jamais, j'ai demandé aux lycées qui le souhaitaient, s'ils souhaitaient passer au 100% numérique, c'est-à-dire mettre ces manuels sur des tablettes et arrêter le papier au lycée. Et il y a 50% des lycées qui m'ont dit oui. Et dans ces lycées, de la même manière, parce que vous savez, l'Île-de-France, c'est la région de toutes les prospérités, mais c'est aussi la région de toutes les inégalités. J'offre les tablettes et les ordinateurs à tous les élèves qui passent au tout numérique, et je les offre aussi aux enseignants, parce que je veux que les enseignants puissent avoir aussi le contrôle de leur classe et les mêmes outils que leur classe. Valérie Pécresse, on en parlait ce matin sur RMC, sur toutes les radios, sur toutes les télévisions. Une femme a été tuée, encore une, à Cagnes-sur-Mer ce week-end. La 100e depuis le début de l'année. Les violences faites aux femmes par son conjoint, par leur compagnon, par leur mari, deviennent insupportables. Le Grenelle des violences conjugales, qui commence demain, vous croyez que c'est utile ? Vous croyez que ça va déboucher ? Il faut que ça débouche sur des décisions, Valérie Pécresse ? D'abord, ce 100e meurtre m'a bouleversée hier, parce que cette question de la défense des femmes, c'est une question que j'avais mise au cœur de mon projet régional avant mon élection, et sur laquelle on a déjà fait beaucoup. On a doublé le nombre de femmes qu'on accueille dans des logements sociaux de la région. 200 femmes qui sont accueillies chaque année en priorité dans les logements de la région, parce que le sujet, quand on est battu, c'est de pouvoir quitter son domicile et d'être immédiatement hébergé, de pouvoir garder ses enfants avec soi. Donc ça nécessite un logement. Et de la même façon, nous accompagnons beaucoup d'associations qui s'occupent de garder les enfants, pour qu'on puisse aller porter plainte. Et nous avons fait quelque chose d'intéressant et qui devrait inspirer le Grenelle que Madame Schiappa est en train de lancer. La région a un bras armé qui s'appelle le Centre Hubertine Auclair. Nous lui avons demandé de faire un audit de comment les plaintes des femmes sont reçues par les policiers. Parce que vous avez vu, un certain nombre de ces meurtres ont été commis alors que les femmes sont venues plusieurs fois sonner l'alerte au commissariat. Plusieurs fois, elles ont dit « je suis menacée de mort par mon conjoint, par mon ex, par mon compagnon ». Et les policiers disent « oui », ils prennent la plainte, ils disent « déposez même pas plainte, faites une main courante » et il se passe rien. Et quelques mois plus tard, la femme est tuée. Donc pour éviter cela, nous allons proposer au ministère de l'Intérieur de former, avec ce centre Hubertine Auclair, ces femmes, ces chercheuses, les policiers, à écouter la parole des femmes, à la respecter et à déposer les plaintes et à enregistrer les plaintes. Il y a aussi d'autres mesures qu'il faut absolument développer. C'est le téléphone grand danger. Alors je l'ai généralisé dans les 8 départements d'Île-de-France. Bon, le bracelet électronique anti-rapprochement. Absolument. Qui est à peine testé. Enfin, l'hébergement des victimes, vous en avez parlé. Vous savez que moi, je me suis... Et puis, dites-moi, qu'en pensez-vous ? Retrait effectif de l'autorité parentale en cas de violence conjugale. Vous y êtes favorable ou pas ? Eh bien, écoutez, ça me fait plaisir que vous en parliez. Oui. Parce que quand j'étais députée sous François Hollande, j'ai proposé un amendement pour que lorsqu'il y a une séparation et qu'il y a une demande de garde alternée par un parent violent,
qui a été condamné, on lui refuse la garde alternée. Eh bien, cet amendement avait été rejeté à l'époque par le gouvernement, sans doute parce qu'il était porté par moi, parce que tout le monde me disait que c'était une bonne idée, mais on me disait on peut pas le faire. Ben si, on peut le faire. Quand une femme est victime de violence, il n'y a rien de pire que d'autoriser la garde alternée pour son conjoint. Bien. Possibilité pour les victimes de dissimuler leur nouvelle adresse. Ça aussi, ça devrait être systématique. Absolument. Mais vraiment, je pense que l'efficacité, c'est le bracelet électronique d'éloignement et c'est le téléphone grand danger, parce que l'idée, c'est que vraiment, on ne puisse pas approcher. Vous savez, moi, j'ai eu un cas dans une association que j'ai visitée à Fresnes d'un mari violent qui sort de prison et qui vient frapper chez sa femme. Alors, il sort de prison, personne au niveau judiciaire n'avait pris la peine, parce que ça n'est pas prévu par les procédures, de prévenir la victime que son mari, qui certes avait purgé sa peine, donc il était blanchi au regard de la société, mais c'était quand même un mari violent qui était en prison à cause de sa violence. Eh bien, il revient chez sa femme, il frappe à la porte et personne ne l'a prévenu qu'il est sorti de prison. Valérie Pécresse, 8h39, comment va votre petite boutique ? Non, je vous dis ça parce que Guillaume Larrivé, hier, l'un des candidats à la présidence des Républicains, parlait de votre petite boutique. Et je crois qu'il a absolument pas compris quel est l'esprit de ma démarche. Moi, je crois qu'il faut construire une alternative à Emmanuel Macron, et je crois qu'il y a une urgence démocratique à le faire. Parce que si on ne la construit pas, un jour, les extrêmes se coaliseront. Un jour, l'opposition ne sera représentée que par Marine Le Pen. Et un jour, Marine Le Pen arrivera au pouvoir. Le président de la République est à 30% dans les sondages en popularité. Donc s'il y a une coalition des extrêmes, elle peut gagner la présidentielle. Alors, il faut inventer une alternative démocratique, compétente, crédible à Emmanuel Macron. Et cette alternative, c'est la reconstruction de la droite. Mais elle passe par 3 piliers. Un pilier central, les centristes, un pilier de droite conservatrice, c'est les LR, mais il faut construire la droite moderne. Et cette droite moderne, j'essaye de la bâtir, j'essaye de faire revenir tous les électeurs de droite qui nous ont quittés pour aller voter Macron. Depuis 2 ans, j'essaye dans les LR, depuis 2 ans, ma voix est étouffée, donc j'ai décidé de la porter à l'extérieur, et avec Libre, de construire ce logiciel d'idées de la droite moderne. Oui, vous n'êtes pas la seule. Hein. Ah bon ? Il y avait à la Baule les Républicains. Écoutez, je crois que je suis très seule, au contraire, dans cet exercice. Mais... Vous étiez à Brive. Laurent Wauquiez, lui, était sur le mont Mézin, un peu tout seul. Il y avait la fête de la pomme avec François Baroin. Xavier Bertrand, lui, sera à la télé mi-septembre. Bruno Retailleau a fondé la Force républicaine. Guillaume Pelletier, les Populaires. Et puis, je n'oublie pas non plus tous ceux qui, à LR, ont envie de se rapprocher de Marion Maréchal. Ça existe aussi, vous le savez. Excusez-moi, Monsieur Bourdin, remettons les choses à plat. Oui. À la Baule, il y avait 400 militants et il y avait 10 parlementaires. Ouais. À Brive, à mon rassemblement, il y avait 1500 militants et 20 parlementaires. Donc LR n'existe plus. Aujourd'hui, mais parce qu'il y a un désir... Il y a un désir d'une droite qui assume ses valeurs d'autorité, ses valeurs de libre entreprise, ses valeurs de solidarité, mais qui les assume dans la France d'aujourd'hui avec des solutions modernes, qui est écologiste. L'écologie, c'est pas le monopole d'Emmanuel Macron, surtout pas l'écologie punitive qui taxe, qui interdit, antisociale, qui oblige tout le monde à payer encore une taxe sur les billets d'avion. Oui, mais c'est important. Oui, mais je comprends. C'est important. Et sur ce créneau, pardon, mais moi j'ai pris mes responsabilités, je me retrousse les manches, parce que j'aurais pu dire, oh là là, tout va mal, je me replie sur ma région, tout va mal, je vais gérer ma ville tranquillement, puis je reviendrai quand il y aura un homme providentiel qui va se lever. Mais l'homme providentiel, c'est pas ça. C'est une femme providentielle. Non, c'est pas ça que les Français attendent. Les Français, ils attendent des solutions à leurs problèmes. Et c'est pas vous, Jean-Jacques Bourdin, qui allez me dire le contraire. Ils veulent des solutions concrètes. Je suis d'accord, mais vous êtes aujourd'hui, pardon, Valérie Pécresse, mais coincée entre le Rassemblement National et La République En Marche, entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Politique. Alors, oui, mais alors, vous souhaitez quoi? L'échec d'Emmanuel Macron? Non, je souhaite être un aiguillon. Est-ce que vous souhaitez son échec? Non. Je souhaite pointer du doigt ce qu'il ne fait pas. Moi, ce qui me gêne chez Emmanuel Macron, c'est pas ce qu'il fait. Il fait des choses bien. Quand la parole de la France porte à nouveau dans le monde, je suis fière. Quand il tient tête au président brésilien Bolsonaro, qui est une espèce de soudard, et en plus qui nie la catastrophe amazonienne, et qui veut nous faire signer un accord du Mercosur. L'Amazon brûle toujours, je voudrais le rappeler. Bien sûr. Au passage. Et par ailleurs, on voulait signer un accord de libre-échange pour permettre aux biens brésiliens de venir au détriment de notre agriculture. Donc, moi, je suis contre le Mercosur. Je suis pour le libre-échange parce que je pense que ça enrichit les peuples, mais l'accord du Mercosur tel qu'il avait été négocié
était un accord qui sacrifiait nos agriculteurs. Avec le président de la République, là. Je suis d'accord, mais je trouve qu'il a mis beaucoup de temps à nous entendre, parce que ça fait des mois que je lui dis que nos agriculteurs font de la qualité, qu'ils font des efforts énormes environnementaux. Il ne faut pas signer cet accord, il faut le dénoncer. Il faut le dénoncer, c'est ce que le président de la République a enfin reconnu. Et j'en suis contente. Quand il fait quelque chose de bien, je le dis, mais je dis qu'il ne fait pas le quart de ce qu'il faudrait pour redresser le pays en matière d'autorité, en matière d'immigration, en matière de laïcité, mais aussi en matière de réforme et de réduction des dépenses et des impôts. Les baisses d'impôts, ça vient des baisses de dépenses. Pourquoi j'ai réussi à payer 200 000 tablettes à des lycéens cette année, Monsieur Bourdin? Pourquoi j'ai réussi à faire la gratuité des manuels scolaires? Parce que j'ai fait 1 milliard d'euros d'économies depuis que je suis arrivé à la région. J'ai supprimé 15 structures. Alors à chaque fois qu'on en supprime une, on vous dit qu'elle est indispensable. Qui sait aujourd'hui dans le pays les structures que j'ai supprimées? 80% de frais de structure. Et bien cet argent, je l'ai rendu aux Franciliens. Et si l'État avait fait pareil, c'est des dizaines de milliards d'euros d'impôts en moins aujourd'hui. Emmanuel Macron, puisque vous le qualifiez d'homme de gauche, de centre-gauche. Un libéral de gauche. Libéral de gauche. Oui, libéral de gauche. Il est libéral, oui. Comme vous d'ailleurs. Comme moi. Mais la différence, c'est que moi je suis une gaulliste libérale et les libéraux gaullistes sont plus interventionnistes que M. Macron. M. Macron, c'est Tony Blair. C'est un libéral à l'anglo-saxonne. Et moi, ce qui me gêne, c'est que je crois que fondamentalement pour lui, le monde, c'est le tout marchand. Et il y a un certain nombre de sujets sur lesquels on n'est vraiment pas d'accord. Alors Valérie Pécresse, vous avez vu aussi celles et ceux qui ont envie d'adhérer ou de créer la République des maires. Vous avez entendu parler de ça. C'est une association de maires, anciennement ou toujours les Républicains, qui pourraient créer une sorte d'association d'élus de centre-droit pro-Macron. Oui. Écoutez, moi, ce que je vois, c'est de la cuisine, quoi. Ce que je vois aujourd'hui, c'est effectivement des maires qui font bien leur travail et qui, localement, inventent des solutions nouvelles de terrain. Vous comprenez qu'il puisse y avoir des alliances entre des Républicains et La République En Marche? Moi, je dis à tous les maires de la droite et du centre, restez fiers de vos valeurs, n'allez pas vous vendre à quiconque, restez fiers de vos valeurs, fiers de votre bilan. Prenez sur votre liste tous ceux qui partagent votre projet, votre ambition pour votre ville, mais n'allez pas faire de la cuisine politicienne. Vos électeurs et vos administrés ne vous le demandent pas. Hier, j'étais à Bordeaux. J'étais à Bordeaux chez mon ami Nicolas Florian. Vous savez qui est le successeur d'Alain Juppé. Nicolas Florian, il fait 100% Bordeaux, parce que c'est ça ce que les Français attendent d'un maire, et c'est pour ça qu'il a tout mon soutien. Mais il renie pas qui il est, il renie pas son histoire. Et lui a un adversaire, La République En Marche, à Bordeaux. Et alors qu'il est le successeur d'Alain Juppé. Oui, Valérie Pécresse, vous êtes au-dessus de la mêlée, si j'ai bien compris. À Brive, j'ai écouté votre discours avec attention. Il est intéressant, ce discours. Finalement, vous avez beaucoup parlé de 2022. Non, franchement. Non, j'ai beaucoup parlé. Sans donner la date. Mais dans votre esprit, vous pensiez à 2022, dans votre discours, Valérie Pécresse. Je pensais à 2022 parce que je suis obsédée par l'idée que si Macron échoue, Emmanuel Macron échoue, et ça peut arriver, regardez la crise des Gilets jaunes, elle est toujours là, les Français n'arrivent pas à vivre décemment de leur salaire, de leur retraite. Je me dis, s'il échoue, nous aurons Marine Le Pen. Et c'est tout ce contre quoi je me suis engagée depuis le début. Alors je me retrousse les manches. Vous vous battrez contre la possible arrivée de Marine Le Pen. Je me battrai pour pouvoir. Construire une alternative crédible à Emmanuel Macron, parce que c'est ça que les Français attendront si jamais il échoue. Donc vous pourriez être candidate à la présidentielle en 2022. En tout cas, je veux participer à la reconstruction de la droite et je veux y porter une parole je suis sur le conditionnel. Vous pourriez être candidate à la présidentielle de 2022. Monsieur Bourdin, vous répondre aujourd'hui, ce serait mais parce que vous y que pensez. Mais Valérie la Pécresse, question des personnes n'est pas. Non, mais la question des personnes. Répondu oui. Non, la question des personnes n'est pas à l'ordre du jour. Et ça veut dire qu'il faut faire des idées. Il faut bien qu'une personne incarne. Vous parlez de ce recours. On est bien d'accord de ce recours. Ça n'est pas une guerre d'ego, ça n'est pas une guerre des chefs, c'est une bataille d'idées. Il faut refonder le logiciel politique de la droite. Il faut que la droite, qu'on sache ce que ça veut dire être de droite aujourd'hui dans la France. C'est ce que vous voulez faire, refonder. Oui. 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 Bon. Et oui, ça passe par la présidentielle de 2022. Vous le savez bien, Valérie Pécresse. Ça passe par un rassemblement de la droite conservatrice, d'une droite moderne à reconstruire entièrement, qui doit être le pilier central. Une alternance et des centristes. Une alternative, les deux, à Emmanuel Macron. On est bien d'accord. Oui, monsieur. Et vous la porterez. Eh bien, je serai avec tous ceux qui veulent la porter avec moi. Vous la porterez.
mais vous la porterez, Valérie Pécresse. C'était clair dans votre discours. Macron, un libéral de gauche, dites-vous. Vous croyez ? Réforme SNCF, c'est une mesure c'est une bonne réforme, et d'ailleurs j'étais tout de suite la première à la soutenir. En revanche, pardon de vous dire, mais on va en prendre d'autres. La fin de l'ISF, tiens. Oui, libéral. Libéral. Très libéral, ultra libéral. De gauche. Ultra libéral. Non mais attendez. 30% la flat tax sur les revenus financiers. Libéral. Oui, de gauche. Libéral. Mais attendez, je peux vous parler de la partie de gauche de M. Macron ? Allez-y, allez-y, parce que j'en ai d'autres. La sécurité. L'irresponsabilité pénale des mineurs de 13 ans, qui va livrer des jeunes de plus en plus jeunes aux caïds, qui les exploitent et qui les utilisent pour leur trafic et leur cambriolage. Tout l'été, les pharmacies ont été cambriolées par des mineurs isolés de moins de 13 ans. Rien n'a été fait. L'immigration, discours viril et discours martial du président de la République. Eh bien, qu'est-ce qui est fait ? Rien. On nous parle du droit d'asile. Est-ce que c'est normal, Monsieur Bourdin, que la première nationalité des demandeurs d'asile en 2018 en France, ce soit des Albanais ? Je sais. Des Albanais, oui. Des Albanais, un pays d'Europe. Qui n'est pas dans l'Union européenne. Non, un pays d'Europe, un pays sûr, qui veut rentrer dans l'Union européenne. Est-ce qu'on peut considérer que des milliers d'Albanais peuvent demander l'asile en France ? Ils resteront, ils vont être déboutés du droit d'asile parce qu'ils ne sont pas en péril chez eux, excusez-moi de vous dire. Donc moi, ce que je propose, c'est que quand un pays est sûr, c'est-à-dire qu'il n'y a pas la guerre, il n'y a pas les troubles, il n'y a pas des terroristes, quand un pays est dit sûr et reconnu comme sûr par la communauté internationale, on n'accepte pas les demandes d'asile sur notre sol. On dit que les demandes d'asile seront instruites par les ambassades sur place. Et vous verrez tout de suite que ça va en tarir des flux d'Albanais, de Géorgiens, qui aujourd'hui sont les deux premières nationalités à demander l'asile. Mais la volonté de répartir les migrants demandeurs d'asile dans toute l'Europe, c'est bien ou c'est pas bien ? C'est une volonté européenne. Mais Monsieur Bourdin, d'abord, il faut que tous les pays soient d'accord. Mais non, tarir les flux. Enfin, c'est pas normal. On a cette explosion des demandeurs d'asile. Un pays en guerre, oui. Un Syrien qui arrive de la Syrie en guerre, oui. Mais un Albanais, un Géorgien, vous comprendrez bien. Les mineurs isolés, c'est un scandale humanitaire. Aujourd'hui, c'est une nouvelle filière d'immigration clandestine. On les répartit dans tous les départements de France qui voient leur charge exploser. Ces mineurs isolés, ils ont une famille. Le droit des mineurs isolés, il a été fait pour le temps de guerre, pour quand il y avait des enfants à la rue. Donc il faut un accord de retour de ces mineurs avec les pays d'origine. On ne peut pas laisser dans la rue des gamins de 15 ans que leur famille envoie de plus en plus jeunes en France, parce que c'est maintenant possible d'avoir des papiers quand on est mineur isolé. Vous vous rendez compte de la crise humanitaire que l'on fait vivre à ces pays, parce qu'on a un droit et qu'on se glisse dans les interstices du droit. La privatisation d'ADP, vous êtes favorable ? Alors, moi, personne ne m'a vraiment demandé mon avis. Oui, exactement vous êtes quand on me l'a... de la région Île-de-France, quand même. Moi, pardon de vous dire, la gestion de Roissy, c'est des centaines de milliers d'emplois en France. C'est la porte d'entrée de la France. Donc la question, c'est pas est-ce qu'il faut privatiser ou pas privatiser. Moi, j'ai rien, évidemment, par principe, contre les privatisations. C'est est-ce que l'État est un bon actionnaire de Roissy ? Eh bien, je conseille à tous ceux qui pensent que l'État est un bon actionnaire d'ADP d'aller voir comment on est accueilli à Roissy. Et puis d'aller voir comment on est accueilli à Issereau, d'aller voir comment on est accueilli à Sipol. Le sujet, c'est qu'il nous faut un aéroport où il y ait plus de commerce, plus de qualité d'accueil, plus de services. Donc, c'est peut-être un gestionnaire privé qui peut le faire mieux que l'État. Vous ne signeriez pas la pétition. Mais enfin... Moi, je ne vais pas m'allier avec la France insoumise contre une privatisation de la gestion. Le font. Mais oui, mais attention, mais parce qu'il y a eu Maldon. On a cru qu'on privatisait l'aéroport. C'est pas l'aéroport qu'on privatise, c'est la gestion de l'aéroport. C'est un grand centre commercial, un aéroport. Lyon est privatisé, Nice est privatisé, Londres est privatisé. Donc la question, c'est est-ce que ce sera mieux, est-ce que ce sera pas mieux ? Moi, je donne pas un blanc-seing à Emmanuel Macron sur la question. Il y a des privatisations qui sont ratées. Toulouse, c'est raté. J'ai deux questions. Mais enfin, on est des libéraux. On est des libéraux de droite, quand même. Sur l'écologie, les pesticides. Interdiction, vous avez vu ce débat, de l'utilisation de pesticides à moins de 150 mètres d'une habitation. Vous êtes favorable ou pas ? Oui, je suis favorable. Je suis favorable parce que en Ile-de-France, vous pourriez, je sais pas, il y a des maires qui commencent à réfléchir à cela. Je pense qu'il faut qu'on fasse attention sur ces questions. Il faut vraiment qu'on ait des évaluations en santé qui soient plus fines. Et moi, la région, je suis prête à les financer, je l'ai dit, sur tout ce qui est perturbateur endocrinien.
Oui. Je pense qu'on n'a pas fait assez de recherche. Sur les particules ultra fines qui sont dans l'oxygène, dans l'air, on n'a pas fait assez de recherche. La région Île-de-France va être leader sur tout ce qui est pollution de l'air et nous avons un domaine d'intérêt majeur en recherche là-dessus. Nous sommes la région la plus polluée de France. Nous voulons être moteur parce que on sait malheureusement, et ça atteint après toute l'image de notre agriculture, mais aussi toute l'image de nos transports, de nos industriels. On sait qu'il y a pas assez de recherche sur les effets de certains produits sur l'homme. Donc moi, je veux une croissance sobre et saine qui croit au progrès, mais qui ne nie pas aussi les dangers de certains produits. Cédric Villani, candidat à la mairie de Paris, serait un bon candidat? Écoutez, moi, Vous pourriez le soutenir? Moi, pour l'instant, je n'y vois pas très clair sur qui sera candidat, mais surtout, je vais vous dire, là encore, Monsieur Bourdin, au risque de vous décevoir, tout ça, c'est pas seulement une question de personne, c'est peut-être aussi une question de projet pour Paris. Donc moi, vous me permettrez d'attendre, de connaître et les personnes, mais aussi et leurs projets pour Paris. Et dernière question, est-ce qu'au 1er décembre, les transports seront gratuits pour les personnes âgées en Île-de-France? Non, ils seront à demi-tarif. Pour les seniors, c'est le pass senior que j'ai promis parce que vous savez qu'il y avait une injustice tarifaire qui est que les salariés, ils sont remboursés 50% par leur employeur, les jeunes, ils ont le pass imaginaire.